Une jeune fille pauvre tient la photo de sa mère et demande de l'aide à un milliardaire. J'ai besoin d'acheter des médicaments pour ma maman, mais quand il regarde, il s'écrie « Cette femme m'a sauvé la vie ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent de novembre coupait comme un rasoir tandis que Joël M ajustait son écharpe en quittant le Béliniès. Il avait dîné seul, comme tous les mercredis, un rituel qu'il observait religieusement. Une table au fond, un filet mignon saignant, un verre de vin rouge coûteux. Toujours seul, toujours en contrôle. À 38 ans, Joël avait atteint ce que beaucoup d'hommes considéraient comme une vie réussie. Marston Consulting était un leader en restructuration d'entreprise, et sa signature sur un contrat suffisait à calmer les actionnaires les plus nerveux. Son appartement occupait le penthouse de l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville, sa voiture était importée, sa montre suisse, et sa vie personnelle inexistante. « Bonsoir, monsieur même heure la semaine prochaine ?» demanda le maître d'hôtel en lui tenant la porte. Joël hocha la tête, lui glissant son pourboire généreux habituel. « Bien sûr, Thomas. Merci. » Le froid le frappa comme une gifle. La température avait chuté ces derniers jours, annonçant un hiver rigoureux. Joël accéléra le pas, pressé de rejoindre sa voiture garée à un pâté de maison de là. Il croisa un groupe d'adolescents bruyants, un couple enlacé, un homme dormant sur un banc. La ville la nuit était un kaléidoscope de vie qui ne se touchait pas, toute proche, tout isolée. Alors qu'il marchait, son image refit surface dans son esprit, comme cela arrivait de temps en temps depuis 4 ans. Ses yeux verts intenses, pleins d'une force qui l'avait surpris. Sa manière d'agir sans hésitation alors que tout le monde autour d'eux était figé. Son refus d'accepter d'autres remerciements qu'un simple de rien. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, ni avant, ni depuis. Joël atteignit sa voiture, une berline de luxe allemande garée sous un lampadaire. Il s'apprêtait à la déverrouiller quand il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une petite silhouette, accroupie près du véhicule, frottait vigoureusement le pare-choc avec un morceau de tissu. « Hé !» lança-t-il en s'approchant rapidement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La silhouette sursauta, révélant une toute petite fille, peut-être âgée de 5 ans, emmitouflée dans un manteau bien trop grand pour son corps frêle. Des cheveux bruns tombaient en boucles désordonnées autour d'un visage pâle, et ses yeux, immenses et verts, le fixaient avec un mélange de peur et de détermination. « Je nettoie, » répondit-elle en brandissant un chiffon sale, pour gagner de l'argent. Joël regarda la voiture. Le pare-choc brillait là où elle avait frotté, se détachant du reste du véhicule légèrement poussiéreux. « Qui t'a dit de faire ça ?» demanda-t-il, cherchant du regard un adulte qui exploitait le travail d'un enfant. « Personne, » répliqua la fillette, soutenant son regard avec une fermeté surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « J'ai besoin d'argent pour les médicaments de ma maman. » Quelque chose dans la détermination de ce regard fit hésiter Joël. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des enfants mendier dans la rue, mais il y avait quelque chose de différent chez celle-ci, une dignité, un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. « Ta maman est malade ?» demanda-t-il en s'accroupissant légèrement pour se mettre à sa hauteur. La fillette hocha la tête, son menton tremblant trahissant l'effort qu'elle faisait pour retenir ses larmes. « Elle a beaucoup de fièvre. Elle n'a pas pu se lever du lit depuis hier. » Joël sentit une pointe de compassion, rapidement suivie par la prudence. La ville était pleine d'arnaques, d'histoires inventées pour susciter la pitié. Il était sur le point de donner quelques dollars à la fillette et de la renvoyer quand elle sortit quelque chose de la poche de son manteau. « Ma maman est malade » dit-elle en lui tendant un bout de papier plié et froissé. « Pouvez-vous m'aider ?» Joël prit le papier, plus par politesse que par réel intérêt. Sous la lumière du lampadaire, il vit que c'était une photo, un vieux Polaroid aux bords usés. Elle montrait une jeune femme souriante, peut-être au début de la vingtaine, avec les mêmes boucles brunes que la petite fille. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, ce sourire, ces yeux verts intenses. Et puis, comme un éclair, le souvenir le frappa. « Cette femme m'a sauvé la vie !» L'exclamation sortit trop fort, faisant sursauter la fillette de peur. Des passants jetèrent un regard curieux mais continuèrent bientôt leur chemin, peu intéressés par le drame d'un autre. Joël serra la photo plus fort, la rapprochant de la lumière. C'était elle, sans aucun doute. La femme qui occupait ses pensées quelques minutes plus tôt. La serveuse qui, 4 ans auparavant, avait remarqué qu'il s'étouffait dans ce même restaurant qu'il venait de quitter. Alors que tout le monde autour de lui paniquait, elle avait agi avec une rapidité surprenante,
pratiquant la manœuvre de Heimlich et délogeant le morceau de steak qui bloquait ses voies respiratoires. Il avait à peine eu le temps de la remercier, encore à bout de souffle. Elle avait souri, dit que ce n'était rien, et était retournée à son travail. Pas de noms échangés, pas de conversation, pas d'offre d'argent. Juste ce moment bref et intense, gravé à jamais dans sa mémoire. Pendant des semaines, il avait pensé retourner au restaurant pour la retrouver, la remercier convenablement. Mais la vie avait repris son cours, les semaines s'étaient transformées en mois, et le moment était passé. Pourtant, son image ne l'avait jamais complètement quitté. Joël regarda de nouveau la petite fille, mais avec un nouveau regard. Les mêmes yeux verts intenses, les mêmes boucles rebelles, le même menton déterminé malgré la peur. « Es-tu sa fille » demanda-t-il en s'agenouillant à sa hauteur. La fillette hocha la tête, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux. « Je m'appelle Léna » dit-elle en tendant une petite main dans un geste étonnamment formel. Joël prit sa main fragile, une boule se formant dans sa gorge. « Enchanté, Léna. Je suis Joël. Ta mère, elle m'a vraiment sauvé la vie une fois. » « Elle sauve tout le monde » répondit Léna avec la simplicité d'une enfant. « Mais maintenant, c'est elle qui a besoin d'aide. » Joël regarda sa montre. Il était presque 10 heures du soir. Il avait une réunion importante le lendemain matin, des documents à réviser, des appels à passer. « Où habites-tu » demanda-t-il, se surprenant lui-même. Léna pointa vaguement vers l'est. « Loin, mais je connais le chemin. » Joël prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts d'autoconservation. « Montons dans ma voiture. Tu peux me montrer où c'est ?» Le visage de la fillette s'illumina comme si le soleil était apparu au milieu de la nuit. « Vraiment ? Vous allez aider ma maman ? » « Vraiment » répondit Joël en lui ouvrant la portière. « Allons-y. » Léna monta dans la voiture avec un mélange d'excitation et de nervosité, ses petits doigts effleurant le cuir souple des sièges comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Joël réalisa qu'elle n'était probablement jamais montée dans une voiture comme celle-ci. « Tu dois mettre ta ceinture de sécurité » dit-il en l'aidant à s'attacher. Ses doigts tremblaient légèrement, et Joël remarqua qu'elle avait froid. Il mit le chauffage à fond. « Comment s'appelle ta mère » demanda-t-il en sortant de la place de parking. « Marley » répondit Léna, les yeux fixés sur la fenêtre pour le guider. Marley Quinn. Il avait enfin un nom pour le visage qui hantait ses pensées depuis 4 ans. La voiture de Joël semblait déplacée dans les rues étroites où Léna le guidait. Ils laissèrent derrière eux l'élégant quartier des affaires, traversèrent une zone de vieux immeubles d'appartements et atteignirent finalement une partie de la ville que Joël ne connaissait que de nom, le genre d'endroit qu'il évitait lors de ses trajets quotidiens. « C'est là », indiqua Léna en montrant un immeuble de briques usées de 4 étages avec une entrée mal éclairée. Joël se gara, regardant les environs avec appréhension. Ce n'était pas un quartier dangereux, mais il était loin d'être prospère, le genre d'endroit où les gens peinaient à joindre les deux bouts, d'un salaire à l'autre, d'un loyer à l'autre. « Quel étage » demanda-t-il en sortant de la voiture et en aidant Léna à descendre. « Le 3e. L'ascenseur est en panne. » Ils entrèrent dans l'immeuble. Le hall sentait l'humidité et le désinfectant bon marché. Une seule ampoule vacillait, éclairant précairement l'escalier. « Tu montes toujours seul » demanda Joël en regardant les marches usées. Léna hocha la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Quand maman travaille la nuit, oui. J'ai une clé et tout. » Joël essaya d'imaginer cette petite enfant grimpant seule ces 3 étages, déverrouillant la porte, passant des heures seule pendant que sa mère travaillait. La pensée le perturba profondément. Ils montèrent en silence, Léna menant la marche avec la familiarité de quelqu'un qui emprunte le même chemin chaque jour. Au 3e étage, elle sortit une clé de la poche de son manteau, après quelques difficultés, ouvrit la porte marquée 305. « Maman » appela-t-elle en entrant. « J'ai amené de l'aide. » L'appartement était petit, mais étonnamment accueillant. Un salon qui servait aussi de cuisine, avec des meubles simples mais bien entretenus. Tout était impeccablement propre malgré l'usure évidente des meubles, du sol et des murs qui nécessitaient une nouvelle couche de peinture. Sur un mur, Joël remarqua des dessins d'enfants soigneusement accrochés. Sur une petite table, il vit ce qui ressemblait à des poupées de chiffon à divers stades de fabrication, ainsi que des fils colorés et des aiguilles. « Par ici » dit Léna en le tirant par la main vers une porte entr'ouverte. La chambre était aussi simple que le reste de l'appartement, un lit double, une vieille commode, une chaise près de la fenêtre. Sur le lit, Marley Quinn était appuyée sur des oreillers, les yeux fermés, le visage rougi par la fièvre. « Maman »
appela doucement Léna en lui touchant le bras. Il est venu aider. Marley ouvrit lentement les yeux, son regard d'abord flou à cause de la fièvre. Quand elle vit Joël se tenant dans l'encadrement de la porte, elle fronça les sourcils, confuse. « C'est l'homme que tu as sauvé », expliqua rapidement la fillette, au restaurant. Joël fit un pas en avant, se sentant étrangement nerveux. Pendant 4 ans, cette femme n'avait existé que comme un souvenir, une image fugace dans son esprit. La voir maintenant, réelle et tangible, était étonnamment percutant. « Bonsoir, Marley. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Joël monsieur, vous m'avez sauvé la vie il y a 4 ans, au Béliniès. Je m'étouffais ?» L'homme au steak, interrompit Marley, une faible lueur de reconnaissance dans ses yeux. Sa voix était rauque, affaiblie. « Léna, comment as-tu » « Je nettoyais sa voiture », avoua la fillette en baissant la tête, « pour avoir de l'argent pour tes médicaments. » Joël vit l'embarras sur le visage de Marley, un mélange de honte et d'inquiétude. « Elle m'a montré votre photo », expliqua rapidement Joël. « Quand je vous ai reconnu, je ne pouvais pas simplement ignorer la situation. » Marley essaya de se redresser, mais une quinte de tout l'en empêcha. Léna se précipita pour lui donner un verre d'eau de la table de chevet. « Une pneumonie », expliqua Marley après avoir bu une gorgée. « Du moins, c'est ce qu'a dit le médecin de la clinique. Il a prescrit des antibiotiques, mais… » Elle laissa la phrase en suspens, et Joël comprit la partie non dite. Les médicaments étaient trop chers. « Avez-vous l'ordonnance » demanda-t-il, résolu. Marley hésita, la fierté luttant contre le besoin. « Nous n'avons pas besoin ?»« S'il vous plaît, interrompit Joël. Vous m'avez sauvé la vie une fois. Laissez-moi vous rendre l'appareil. » Leurs regards se croisèrent, le sien fiévreux mais toujours stable, le sien déterminé. Finalement, Marley hocha légèrement la tête. « Dans le tiroir de la cuisine, dit-elle. »« Merci. » Léna le conduisit au tiroir indiqué, d'où elle sortit un papier plié. L'ordonnance datait de 3 jours. « Maman a empiré aujourd'hui », expliqua-t-elle à voix basse. Elle ne pouvait même pas se lever pour me préparer à dîner. C'est là que j'ai pris la photo et que je suis sorti. Je savais que votre voiture était belle, j'ai pensé que je pourrais gagner un peu d'argent en la nettoyant. Joël ressentit un mélange d'admiration et de tristesse. Cet enfant avait risqué de sortir seul la nuit, d'approcher des inconnus, parce que sa mère était trop malade pour s'occuper d'elle. « Tu es très courageuse », dit-il en mettant l'ordonnance dans sa poche. « Je vais chercher les médicaments tout de suite. Y a-t-il une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 près d'ici ?» Léna hocha la tête. Sur l'avenue principale, on est passé devant en voiture. « Parfait. Je reviens dans un instant. » Avant de partir, Joël retourna dans la chambre pour rassurer Marley. « Je vais chercher les médicaments. Ne vous inquiétez de rien pour l'instant. » Marley le regarda avec une expression complexe, la gratitude mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la méfiance. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle, sa voix faible mais directe. Joël réfléchit un instant. En vérité, il ne le savait pas exactement lui-même. Peut-être était-ce l'occasion de la remercier enfin correctement. Peut-être était-ce la vulnérabilité de Léna ou la dignité silencieuse de Marley luttant contre la fièvre. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. « Parce que je le peux » répondit-il simplement. « Et parce que, d'une certaine manière, j'ai l'impression de vous le devoir. » La pharmacie était presque vide à cette heure. Joël tendit l'ordonnance au pharmacien, qui étudia le papier avec une expression neutre. « Il y a 3 médicaments différents ici », expliqua l'homme. « L'antibiotique, un antipyrétique et un expectorant. Vous prenez tout ?»« Oui, tout », répondit Joël sans hésitation. Pendant que le pharmacien préparait les médicaments, Joël parcourut les allées du magasin, ajoutant des articles à son panier, vitamines, sirop pour la toux supplémentaire, analgésiques, tisane. Il pensa aussi à acheter quelques friandises pour Léna, du chocolat chaud, des biscuits, du jus de fruits. Le total s'élevait à près de $200. Joël tendit sa carte sans sourciller, signant le reçu d'un geste automatique. Pour lui, c'était moins que ce qu'il dépensait pour une bouteille de vin. Pour Marley, il soupçonnait que c'était une fortune inaccessible. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans une petite épicerie encore ouverte, achetant des produits de base, pain, lait, œufs, fruits, quelque chose pour le petit déjeuner de Léna. Quand il retourna à l'appartement, il trouva la petite fille assise patiemment sur le canapé, ses jambes se balançant sans atteindre le sol.
Elle s'est endormie, l'informa Léna à voix basse quand Joël entra. Mais sa fièvre n'a pas baissé. J'ai mis un gant de toilette mouillé sur son front, comme elle fait quand je suis malade. Joël sentit sa poitrine se serrer. Cet enfant s'occupait de sa mère du mieux qu'elle pouvait, inversant les rôles par nécessité. Tu as fait un excellent travail, dit-il en posant les sacs sur la table. Maintenant, je vais lui donner les médicaments et elle ira bientôt mieux. Léna hocha la tête sérieusement, l'aidant à déballer les courses avec la compétence de quelqu'un de bien plus âgé. Elle savait exactement où ranger chaque article, expliquant à Joël avec naturel où allaient les choses. « C'est du chocolat chaud ?» demanda-t-elle en tenant la boîte les yeux écarquillés. « Oui, j'ai pensé que ça te plairait. » Le sourire qui illumina son visage provoqua quelque chose d'étrange dans la poitrine de Joël, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ensemble, ils préparèrent un plateau avec de l'eau et la première dose de médicaments. Joël laissa Léna le guider jusqu'à la chambre, observant comment elle s'approchait de sa mère avec précaution, lui touchant le front pour vérifier sa fièvre. « Maman » appela-t-elle doucement, « les médicaments sont là. » Marley ouvrit les yeux, clignant lentement des paupières. « Léna !» Son regard rencontra celui de Joël, et elle sembla se souvenir. « Vous êtes revenu. » Il y avait une véritable surprise dans sa voix, comme si elle ne s'était pas vraiment attendue à son retour. « Bien sûr, » répondit Joël en s'approchant avec le plateau. « J'ai apporté les médicaments et quelques petites choses à manger. » Marley essaya de s'asseoir, et Joël s'avança instinctivement pour l'aider, plaçant un autre oreiller dans son dos. Elle était chaude, sa peau brûlante de fièvre. « Merci » dit-elle en acceptant le comprimé et le verre d'eau que Léna lui tendait. « Combien a coûté tout ça ?» Joël secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas de ça. Mais je dois savoir combien. » « Considérez cela comme une dette remboursée, » interrompit doucement Joël. « Vous m'avez sauvé la vie, Marley, littéralement. Laissez-moi vous aider maintenant. » Elle l'étudia un long moment, ses yeux verts si semblables à ceux de sa fille le transperçant, comme si elle cherchait quelque chose au-delà des mots. Finalement, elle hocha légèrement la tête. « Je vous suis tellement reconnaissante, » dit-elle avec dignité malgré sa voix faible. « Ce n'est pas facile pour moi d'accepter de l'aide, mais pour Léna, j'accepterai n'importe quoi. » Joël observa l'échange de regards entre la mère et la fille, un lien d'amour si fort, si évident, qu'il pouvait presque le sentir physiquement dans l'air entre elles. « Tout ira bien, ma chérie », assura Marley à sa fille. « Les médicaments vont bientôt commencer à faire effet. » Léna hocha la tête, mais elle ne semblait pas entièrement convaincue. « Avez-vous besoin d'autre chose ?» demanda Joël. « Je peux préparer quelque chose à manger ou ? » « Vous en avez déjà fait plus qu'assez, » répondit Marley. « Honnêtement, je ne m'attendais pas. Enfin, les gens ne se soucient généralement pas. » La phrase, dite sans apitoiement, simplement comme un constat, frappa profondément Joël. Lui aussi vivait dans un monde où les gens se souciaient rarement vraiment les uns des autres, où les relations étaient des transactions, où tout avait un prix ou un but. « Je reviendrai demain pour voir comment vous allez, » dit-il, se surprenant lui-même avec cette promesse. Marley secoua légèrement la tête. « Vous n'avez pas à vous déranger. Vous en avez fait plus qu'assez, » dit-elle fermement malgré sa voix faible. « Les médicaments sont tout ce dont nous avions besoin. Nous nous en sortirons maintenant. » Joël remarqua le ton définitif dans sa voix. Il y avait de la gratitude, mais aussi un message clair, l'aide avait été acceptée, et rien de plus n'était nécessaire. Sa fierté était presque palpable, même dans son état affaibli. « Bien sûr, » répondit-il, comprenant. « J'espère que vous vous sentirez mieux bientôt. » Léna regarda de l'un à l'autre, son expression un mélange de confusion et de déception. Elle ouvrit la bouche comme pour protester, mais un regard de sa mère la fit reconsidérer. Joël prit son manteau, se sentant étrangement réticent à partir. « Nous nous en sortirons, » réaffirma Marley. « Merci encore pour ce que vous avez fait ce soir. » Il hocha la tête, comprenant le message non dit. Le moment de connexion prenait fin, la porte se refermait. « Au revoir, monsieur Joël, » dit Léna, sa petite voix remplie d'une formalité qui lui brisa le cœur. « Merci pour le chocolat chaud. »« De rien, Léna, » répondit-il en souriant à la fillette. « Ce fut un plaisir de te rencontrer. » En quittant l'appartement, Joël jeta un dernier regard en arrière. Léna était assise sur le bord du lit de sa mère, lui tenant la main, parlant doucement. L'appartement était petit et simple, les meubles usés, les murs ayant besoin d'un coup de peinture, mais il y avait une chaleur, une dignité, un amour qui rendait son propre appartement de luxe froid et vide en comparaison.
En descendant les escaliers, Joël pensa au tournant étrange qu'avait pris sa soirée. Il était sorti pour son dîner solitaire habituel et se retrouvait maintenant impliqué dans la vie de deux inconnus qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblaient plus si étrangères. Pour la première fois depuis longtemps, Joël M ressentit autre chose que le vide contrôlé qu'il appelait une vie. Et étonnamment, il n'était pas pressé d'y retourner. L'appartement de Joël semblait étrangement vide quand il rentra enfin chez lui, 42 étages au-dessus de la ville, avec une vue panoramique sur Central Park. Une décoration impeccable choisie par un designer de renom, tout exactement comme il l'avait laissé. Parfait, contrôlé, vide. Il se versa un whisky et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles artificielles. Son royaume, son succès, sa solitude. Il essaya de relire les documents pour la réunion du lendemain matin, mais les mots dansaient devant ses yeux sans prendre de sens. L'image de Lena et Marley revenait sans cesse. La petite fille nettoyant sa voiture dans la nuit froide, la mère luttant contre la fièvre avec une dignité silencieuse. Agacé par sa propre distraction, Joël ferma le dossier et but le reste du whisky d'un trait. Il devait dormir. Demain serait un autre jour, les choses reviendraient à la normale. Cette rencontre inattendue ne serait qu'une bonne action à raconter lors d'un dîner ennuyeux, une histoire intéressante pour impressionner une conquête occasionnelle. Mais quand il se coucha enfin, le sommeil ne vint pas. Joël fixa le plafond, rejoignant la scène à l'extérieur du restaurant. 4 ans s'étaient écoulés depuis que cette femme lui avait sauvé la vie. 4 ans pendant lesquels il avait continué sa routine parfaitement planifiée, bâtissant son empire, accumulant des biens qui ne signifiaient rien pour personne, pas même pour lui. Et pendant tout ce temps, elle avait été là, à quelques kilomètres de distance, luttant pour élever seule une fille, fabriquant des poupées de chiffon pour compléter ses revenus, comptant ses pièces pour acheter des médicaments. L'injustice de la situation le dérangeait profondément. Vous en avez déjà fait plus qu'assez, les mots de Marley résonnaient dans son esprit. Il savait qu'elle était sincère. Elle croyait vraiment que l'achat des médicaments était une aide suffisante. Sa fierté ne lui permettrait pas d'accepter plus. Mais Joël savait qu'il pouvait faire plus, bien plus. À 3 heures du matin, il prit une décision. Il prit son téléphone et envoya un email à son assistante, annulant tous ses rendez-vous du lendemain. Puis il envoya un message à son vice-président, lui déléguant la réunion du matin. Il n'offrit aucune explication détaillée, mentionnant simplement une urgence personnelle. Quand le soleil commença à se lever, Joël était déjà habillé en tenue décontractée, gants et pull, si différents de ses costumes habituels. Il se rendit dans un supermarché ouvert 24h24 et remplit 2 caddies, fruits frais, légumes, viande, produits laitiers, pain, céréales, conserves. Il ajouta des produits de nettoyage, du papier toilette, du shampoing pour enfants. Puis il s'arrêta dans un grand magasin qui ouvrait tôt et acheta de nouvelles couvertures, des serviettes, un chevalet et un chauffage d'appoint. Sa décision n'était plus rationnelle, elle était purement émotionnelle, quelque chose qui ne lui était pas arrivé depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était. À 7 heures du matin, il se gara devant l'immeuble de briques rouges. Le quartier semblait encore plus usé à la lumière du jour, les façades écaillées plus évidentes, les problèmes d'infrastructure impossibles à ignorer. Joël monta les sacs par les escaliers, son cœur battant à chaque marche, et pas seulement à cause de l'effort physique. Que dirait-il à Marley? Comment expliquerait-il son retour après le renvoi clair de la veille? Alors qu'il hésitait dans le couloir, la porte de l'appartement 305 s'ouvrit brusquement. Lena en sortit comme un ouragan, le visage rouge de larmes, toujours dans son pyjama de la veille. En voyant Joël, ses yeux s'écarquillèrent avec un mélange de surprise et de soulagement désespéré. « Monsieur Joël, maman ne se réveille pas. » Joël laissa tomber les sacs immédiatement. « Que s'est-il passé? » Elle allait mieux ce matin, elle a pris ses médicaments, mais ensuite elle s'est mise à trembler et maintenant elle ne répond plus quand je l'appelle, expliqua Lena entre deux sanglots, le tirant par la main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. À l'intérieur de l'appartement, Joël courut à la chambre. Marley était allongée, immobile, le visage rouge et humide de sueur. Sa respiration était rapide et superficielle, et quand Joël toucha son front, il réalisa que sa fièvre avait considérablement augmenté. « Marley, vous m'entendez » appela-t-il en lui tapotant légèrement la joue. Elle gémit mais n'ouvrit pas les yeux. « J'ai appelé le 911, mais ils ont dit que l'ambulance mettrait du temps à arriver, » dit Lena, debout dans l'encadrement de la porte, les bras enroulés autour d'elle comme pour se contenir. « J'allais demander de l'aide à la voisine quand vous êtes arrivé. » Joël n'hésita pas. « Nous l'emmenons à l'hôpital tout de suite. »
Peux-tu prendre un manteau pour elle et peut-être des vêtements de rechange? Pendant que Lena courait vers le placard, Joël enveloppa Marley dans la couverture du lit et la souleva dans ses bras. Elle était légère, presque fragile, son corps brûlant contre sa poitrine. Tout va bien se passer, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Descendre Marley par les escaliers fut un défi, mais la peur donna à Joël une force qu'il ne se connaissait pas. Lena suivait de près, portant un petit sac à dos avec des vêtements et les médicaments. Dans la voiture, Joël allongea Marley sur la banquette arrière tandis que Lena s'asseyait à l'avant, la ceinture de sécurité semblant trop grande pour sa petite silhouette. « On va à quel hôpital ?» demanda la fillette, sa voix tremblante mais essayant de paraître adulte. « Au meilleur » répondit Joël en démarrant le moteur. « Memorial Hospital. C'est à environ 10 minutes d'ici. »« C'est très cher » s'inquiéta Lena. « Maman va toujours à la clinique communautaire. » Joël sentit une bouffée de colère, non dirigée contre quelqu'un en particulier, mais juste contre l'injustice d'un monde où une enfant de 5 ans s'inquiétait déjà du coût des soins médicaux. « Ne t'inquiète pas de ça » dit-il en accélérant dans les rues matinales. « Je veux juste que ta mère aille bien. » Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Joël se gara dans la zone des urgences et courut à l'intérieur, portant Marley. Lena le suivit de près, ses petits pas presque une course pour le rattraper. « J'ai besoin d'aide » cria-t-il dès qu'il entra aux urgences. Forte fièvre, possible pneumonie, elle est inconsciente. L'équipe médicale réagit rapidement. Une infirmière apporta un brancard tandis qu'une autre commençait à vérifier les signes vitaux de Marley. Un jeune médecin apparut, posant des questions rapides auxquelles Joël essaya de répondre du mieux qu'il pouvait. Depuis combien de temps a-t-elle ces symptômes? Au moins 3 jours, répondit-il en cherchant la confirmation de Lena. La fillette hocha la tête. Prend-elle des médicaments? Elle a commencé les antibiotiques hier soir. Je les ai ici, dit Lena en ouvrant le sac à dos et en sortant les médicaments que Joël avait achetés. Le médecin hocha la tête, examinant les flacons. On l'emmène. On va probablement devoir faire des tests. Avant que Joël puisse dire quoi que ce soit, ils emmenèrent Marley à travers une série de portes battantes. Lui et Lena restèrent debout au milieu des urgences, soudainement seuls au milieu du chaos de l'hôpital. Une réceptionniste s'approcha avec un porte-bloc. « Êtes-vous le mari ?»« Non, je suis un ami. »« Vous devrez remplir ces formulaires. Avez-vous ces informations d'assurance maladie ?» Joël regarda Lena, qui secoua la tête. « C'est bon. Je couvrirai tous les frais, » dit-il en prenant le porte-bloc. Ils s'assirent sur des chaises en plastique inconfortables dans la salle d'attente tandis que Joël essayait de remplir ce qu'il pouvait des papiers. Il remarqua à quel point Lena tremblait. « Tu as peur ?» demanda-t-il doucement. Lena hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur son petit visage. « Ma mamie est morte. Maintenant, je n'ai plus que ma maman, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne veux pas la perdre aussi. » La franchise de cette déclaration frappa Joël comme un coup de poing. Cette enfant, si petite, connaissait déjà la fragilité de la vie, la peur de la perte, la possibilité de la solitude complète. Sans réfléchir, il prit sa petite main dans la sienne. « Tu ne vas pas être seul, » dit-il avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Ta mère est forte et les médecins ici sont les meilleurs de la ville. Et jusqu'à ce qu'elle aille mieux, je serai là avec toi. » Lena leva les yeux vers lui, ses yeux verts intenses brillant de larmes non versées. « Promis ? » « Promis. » Le mot sortit avec un poids que Joël n'avait pas prévu. C'était une vraie promesse, pas le genre d'assurance vide que les adultes donnent souvent aux enfants. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, il sentait qu'il ne pouvait pas, ne voulait pas, rompre cette promesse. Les heures suivantes s'éternisèrent. Joël acheta du chocolat chaud et des sandwichs à la cafétéria. Lena but le chocolat mais toucha à peine le sandwich. Ils firent les 100 pas dans les couloirs quand rester assis devenait insupportable. Finalement, au milieu de l'après-midi, le médecin revint. « Monsieur M ?» Joël se leva immédiatement, Lena s'agrippant à sa main. Madame Quinn a une pneumonie bactérienne sévère. Sa fièvre est élevée et elle est déshydratée. Nous allons l'hospitaliser pour un traitement antibiotique par voie intraveineuse. Elle devra rester quelques jours. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Demanda Lena, sa petite voix atteignant à peine le médecin. L'homme s'accroupit à sa hauteur. Ta maman est jeune, malgré l'infection, elle semble être en bonne santé. Avec le bon traitement, elle a d'excellentes chances de se rétablir complètement. Le soulagement que ressentit Joël était presque physique.
comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. « On peut la voir » demanda-t-il. « Elle dort maintenant. On lui a donné des médicaments pour faire baisser la fièvre et elle a besoin de se reposer. Mais vous pouvez entrer brièvement. » Ils suivirent le médecin dans des couloirs blancs jusqu'à une chambre d'hôpital. Marley était dans le lit le plus proche de la fenêtre, une perfusion reliée à son bras, des moniteurs bipant doucement à côté d'elle. Son visage était moins rouge, mais elle avait toujours une pâleur inquiétante. Lena courut au chevet, touchant doucement la main de sa mère. « Tout va bien se passer, maman, » murmura-t-elle. « On est là avec toi. » Joël regarda la scène, se sentant à la fois comme un intrus et comme faisant partie de ce moment. C'était étrange de voir à quel point, en moins de 24 heures, il se sentait si connecté à ces deux personnes qu'il connaissait à peine. À la tombée de la nuit, une infirmière suggéra gentiment qu'il rentre se reposer, promettant d'appeler en cas de changement. Joël regarda Lena, qui semblait prête à s'effondrer de fatigue mais refusait de lâcher la main de sa mère. « On ne peut pas partir » dit la fillette, déterminée malgré sa fatigue. « Et si elle se réveille ? Elle aura peur toute seule. » Joël comprit. Au lieu d'insister, il improvisa. Il rapprocha 2 fauteuils de la salle d'attente, formant un petit lit de fortune. Il plia son manteau en guise d'oreiller et demanda des couvertures supplémentaires à une infirmière sympathique. « Tu peux te reposer ici » dit-il à Lena en lui montrant le coin qu'il avait créé. « Je resterai éveillé et je veillerai sur ta maman. Je te promets de te réveiller si elle bouge. » Lena hésita, mais l'épuisement l'emporta. Elle s'allongea sur les fauteuils joints, se blottissant dans la couverture. En quelques minutes, elle dormait profondément, son petit corps cédant enfin au poids émotionnel de la journée. Joël s'assit entre le lit de Marley et le coin de Lena, se sentant étrangement en paix malgré les circonstances. Sa réunion importante, les documents non lus, les appels non retournés, rien de tout cela ne semblait plus avoir d'importance. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis qu'il était devenu PDG de sa propre entreprise, Joël M. ne pensait pas au profit, aux contrats ou aux acquisitions. Il était complètement présent dans l'instant, préoccupé uniquement par le bien-être de 2 personnes qui, par un coup du sort, étaient entrées dans sa vie. En regardant le sommeil paisible de Lena et la respiration régulière de Marley, il sentit quelque chose s'éveiller en lui, un but, un sens qu'il avait perdu quelque part sur son chemin vers le succès. L'image d'elles deux, mère et fille, ne voulait tout simplement pas quitter son esprit. Et étonnamment, il ne le souhaitait pas. La première semaine de Marley à l'hôpital établit une routine. Joël arrivait tôt, apportant des vêtements propres pour Lena et quelque chose à manger en dehors de la nourriture de l'hôpital. Le médecin avait expliqué que le rétablissement serait lent. La pneumonie de Marley était grave et nécessitait des soins intensifs. Elle restait sous sédation la plupart du temps, respirant à l'aide d'oxygène. « Bonjour, petite », dit Joël en entrant dans la salle d'attente où Lena avait dormi sur les fauteuils qu'il avait rapprochés pour former un petit lit. Lena se frotta les yeux, ses cheveux en désordre pointant dans toutes les directions. « Maman s'est réveillée ?» C'était toujours sa première question. Joël sourit doucement. « Pas encore. » Mais l'infirmière Rose a dit que ses signes vitaux s'amélioraient. Il lui tendit un sandwich et une brique de jus. « Petit déjeuner ?» Lena accepta sans enthousiasme. Les premiers jours, elle mangeait à peine, trop inquiète pour sa mère. Joël avait appris qu'il devait être créatif pour la faire manger correctement. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Il y a un restaurant secret au sous-sol de l'hôpital. On dit qu'il a le meilleur chocolat chaud de la ville. » Les yeux verts de Lena s'illuminèrent légèrement. « Vraiment ? » ?»« Absolument. Mais on ne peut y aller qu'après que tu aies fini ce sandwich. C'est le règlement de l'hôpital. » Lena mordit dans le sandwich, un petit sourire apparaissant au coin de sa bouche. Joël avait déjà remarqué à quel point elle répondait bien aux petites aventures, aux histoires qui transformaient la réalité grise de l'hôpital en quelque chose de plus supportable. « Tu fais toujours cette tête quand tu prépares quelque chose », commenta-t-elle entre 2 bouchées. « Quelle tête ?» demanda Joël, sincèrement surpris. « Comme ça. » Lena fronça les sourcils et haussa un sourcil dans une imitation étonnamment précise de son expression. Joël éclata de rire, un son qui semblait déplacé dans l'environnement hospitalier mais nécessaire. « Je ne fais pas cette tête. »« Si, tu l'as fait. Chaque fois que tu vas me raconter une histoire ou m'emmener quelque part. Tu es très facile à lire, grand ami. » Grand ami. Le surnom était apparu le 3e jour, lorsque Joël avait attrapé un ours en peluche que quelqu'un avait laissé sur une étagère haute dans la salle de jeux pédiatrique.
Merci, grand ami, avait dit Léna, et le nom était resté. La routine s'installa naturellement. Le matin, après le petit déjeuner, il rendait une brève visite à Marley. Joël prenait Léna sur ses genoux pour qu'elle puisse voir sa mère et lui parler, même si Marley était rarement assez consciente pour répondre. Raconte-lui ta journée d'hier, encourageait Joël, et Léna lui parlait des dessins qu'elle avait faits, de l'infirmière gentille qui apportait des biscuits supplémentaires, du médecin drôle avec la cravate à dinosaure. Plus tard, pendant que Marley recevait des soins, Joël emmenait Léna dans de petites expéditions à travers l'hôpital. Ils explorèrent le jardin intérieur, où ils comptaient les oiseaux qui visitaient les mangeoires. Ils découvrirent une petite bibliothèque au 2e étage avec une section pour enfants colorés. Ils trouvèrent un aquarium dans le hall principal avec des poissons tropicaux que Léna baptisa de noms élaborés. Ce bleu vif, c'est Monsieur Scintillant, expliqua-t-elle sérieusement, et le jaune rayé, c'est Professeur Soleil. Joël écoutait attentivement chaque nom, chaque histoire que Léna inventait sur les poissons. Il se rendit compte que, petit à petit, il apprenait à connaître sa personnalité, son imagination débordante, son sens de l'humour surprenant pour quelqu'un de si jeune, sa capacité à trouver de la joie même dans les circonstances les plus difficiles. À midi, il s'asseyait à la cafétéria, où Joël essayait de la convaincre de manger des légumes. Les brocolis sont des arbres miniatures, expliqua-t-il un jour. Les géants miniatures les mangent. Léna le regarda d'un air sceptique. Tu n'es pas un géant miniature. Comment sais-tu? Les géants ne portent pas de cravate, répondit-elle avec une logique impeccable, montrant la cravate que Joël portait encore depuis le jour où tout avait commencé. Joël rit, vaincu par la logique enfantine. C'était la première fois qu'il la voyait sourire sincèrement depuis l'hospitalisation de Marley. L'après-midi, quand Léna devenait agitée, Joël improvisait des jeux, comptait les carreaux de couleur dans le couloir, jouait à je vois avec les objets de la salle d'attente, des histoires collaboratives où chacun ajoutait une phrase. Il était une fois une fille qui avait un chat magique, commença Joël. Le chat pouvait parler, mais seulement quand la lune était pleine, continua Léna. Une nuit, le chat a dit, j'ai un secret important à te dire. Le secret était qu'il était en fait un prince enchanté. Les histoires devenaient de plus en plus élaborées, avec des dragons, des châteaux et des fées se mêlant aux astronautes, aux robots et aux vaisseaux spatiaux. Joël découvrit que Léna avait une préférence pour les fins heureuses, où les familles étaient réunies et tout le monde allait bien. Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi. Le 5e jour, Joël remarqua que Léna regardait attentivement sa montre-bracelet. « Tu aimes les montres ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Maman économisait pour m'en offrir une pour mon anniversaire. Elle m'en a montré une dans un magazine. »« C'est quand, ton anniversaire ?» Dans 2 semaines, répondit Léna en détournant le regard. Mais ce n'est pas grave. Je veux juste que maman aille mieux. Joël sentit un pincement au cœur. Il enleva sa montre et la lui tendit. Tu veux l'essayer? Ses yeux s'écarquillèrent. C'était une montre chère d'une grande marque suisse. Je peux vraiment? Bien sûr. La montre engloutit son poignet fin, mais Léna l'admira comme si c'était un trésor. Elle passa le reste de la journée à la regarder, apprenant à lire l'heure, annonçant toutes les quelques minutes l'heure qu'il était. À l'heure du coucher, alors que Joël préparait son coin de fortune dans la salle d'attente, elle lui rendit la montre à contre-cœur. Merci, grand ami. Joël hésita, puis referma sa main autour de la montre. Garde-la pour l'instant, comme ça tu sauras toujours l'heure qu'il est. Le sourire de Léna illumina tout son visage. Elle sauta sur ses pieds et l'enlaça autour du cou avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. J'en prendrai grand soin, promis. Cette nuit-là, quand Léna s'endormit enfin avec la montre surdimensionnée soigneusement placée sous son oreiller, Joël réalisa que quelque chose avait changé. La petite fille effrayée du premier jour, si fragile et lasse, lui faisait maintenant entièrement confiance. Elle dormait profondément, sachant qu'il serait là à son réveil. Et il le serait. La certitude de cette pensée le surprit. En moins d'une semaine, ses rendez-vous, ses réunions et ses projets étaient devenus secondaires. La priorité était maintenant d'être là, de s'assurer que Léna avait ce dont elle avait besoin, que Marley recevait le meilleur traitement, qu'aucune d'elles ne se sentait seule. Le matin du 10e jour, Joël arriva avec un petit paquet emballé dans du papier coloré. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léna, curieuse. « Ouvre-le et tu verras. » À l'intérieur se trouvait une montre pour enfants avec un bracelet violet et des chiffres colorés.
Ce n'était rien de aussi sophistiqué que la sienne, mais elle était parfaite pour un petit poignet. « C'est pour moi ?» demanda Lena, incrédule. « Pour toi ?» sourit Joël. « Maintenant, tu peux me rendre la mienne. » Lena éclata de rire, un son cristallin qui résonna dans le couloir silencieux de l'hôpital. « Tu as encore fait cette tête. » « Quelle tête ?» « La tête de quelqu'un qui prépare quelque chose. » Elle imita de nouveau son expression, exagérant les sourcils haussés. Joël secoua la tête en riant. « Je crois que tu me connais trop bien, petite. »« C'est parce que tu es mon grand ami, » répondit Lena avec naturel, mettant la nouvelle montre à son poignet avec fierté. Les meilleurs amis se connaissent toujours. Joël sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Meilleur ami. C'était un titre qu'il ne s'attendait jamais à recevoir, surtout d'une enfant de 5 ans. Mais là, dans ce couloir d'hôpital, après 10 jours à dormir sur des chaises inconfortables, à manger la nourriture de la cafétéria, à raconter des histoires et à jouer à des jeux improvisés, il réalisa que c'était exactement ce qu'il était devenu. Il n'était plus un étranger essayant d'aider. Il n'était plus seulement l'homme que sa mère avait sauvé des années auparavant. Il était le grand ami de Lena, quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui faisait partie de sa vie maintenant. Et d'une certaine manière, elle était aussi devenue une partie essentielle de sa vie, une partie dont il ignorait l'absence jusqu'à ce qu'il la trouve. « Bonne nouvelle », annonça le docteur Lawson, regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Les résultats des derniers tests sont prometteurs. Nous pouvons commencer à planifier la sortie de Madame Quinn pour la fin de la semaine. Joël sentit un soulagement l'envahir comme une vague chaude. À côté de lui, Lena serra sa main fermement. « Ça veut dire que maman rentre à la maison ?» demanda-t-elle, ses yeux verts brillants d'espoir. « Exactement », confirma le médecin en souriant à la fillette. « Elle aura encore besoin de soins, de beaucoup de repos et de médicaments, mais elle peut se rétablir à la maison. » Après 2 semaines à l'hôpital, la nouvelle semblait presque irréelle. Joël regarda Marley à travers l'embrasure de la porte de la chambre. Elle dormait paisiblement, sans masque à oxygène pour la première fois depuis son admission. La couleur était revenue sur son visage, et sa respiration, autrefois si laborieuse, était maintenant naturelle. On devrait lui dire ? Lena tirait déjà Joël vers la chambre. « Laissons-la se reposer encore un peu », suggéra-t-il doucement. « Et si on profitait de la journée pour faire quelque chose de spécial, juste nous deux ?» Le visage de Lena s'illumina à cette idée. Elle avait passé presque chaque minute des 2 dernières semaines à l'hôpital, alternant entre la chambre de sa mère et la salle d'attente qui lui servait de chambre improvisée. La routine de la cafétéria et de la salle d'attente commençait à lui peser, même avec tous les jeux et les histoires que Joël inventait pour la distraire. « Alors, on peut aller au parc ?» demanda-t-elle presque dans un murmure, comme si c'était une demande trop grande. « Le parc n'est que le début », répondit Joël en souriant. « Aujourd'hui, c'est une journée rien que pour toi. » La matinée était parfaite, ciel bleu, soleil éclatant, une brise douce qui faisait bruisser les feuilles d'automne colorées. Après avoir vérifié auprès des infirmières qu'il pouvait s'absenter quelques heures, promettant de garder son téléphone allumé en permanence, Joël et Lena se lancèrent dans leur petite aventure. Le parc principal de la ville grouillait de familles profitant du beau temps. Des enfants couraient, des chiens aboyaient joyeusement, des couples se promenaient main dans la main. Joël regarda Lena tout absorbée avec des yeux écarquillés, comme si elle voyait des couleurs pour la première fois après des semaines en noir et blanc. « Par où on commence ?» demanda-t-il. Lena regarda autour d'elle, indécise devant tant de possibilités. Puis elle pointa du doigt un immense toboggan en spirale. Là. Pendant les 2 heures suivantes, Joël redécouvrit le parc à travers les yeux de Lena. Chaque toboggan était une aventure, chaque balançoire une chance de toucher le ciel avec ses pieds, comme elle l'expliquait. Joël poussait la balançoire, faisait tourner les manèges, tenait Lena en haut du portique et faisait semblant de ne pas remarquer à quel point ses genoux d'adulte protestaient alors qu'il se faufilait dans les équipements de jeu pour enfants. Plus haut, criait Lena depuis la balançoire, riant aux éclats. « Je veux voler comme un oiseau. » Joël s'exécuta, émerveillé par la joie pure sur son visage. En 2 semaines, il avait appris plus de choses sur Lena qu'il ne l'aurait cru possible. Il savait qu'elle préférait tout ce qui était violet, qu'elle avait peur des araignées mais trouvait les chenilles mignonnes, qu'elle aimait les histoires de princesses qui sauvaient les princes et non l'inverse. Il savait qu'elle plissait le nez quand elle réfléchissait, retenait sa respiration quand elle était nerveuse, et avait un rire qui commençait timidement pour finir en éclats incontrôlables. Il savait qu'elle était la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. « J'ai faim »,
annonça finalement Léna après avoir conquis le toboggan pour la 10e fois. Joël fit semblant de réfléchir profondément. Que pourrions-nous bien manger par une journée si spéciale? Un sandwich? Une salade? Léna roula des yeux. Une glace, bien sûr. Une glace avant le déjeuner? Les yeux de Joël s'écarquillèrent de faux choc. Je ne pense pas que ta mère approuverait. Elle ne le saura jamais, murmura Léna avec un clin d'œil complice. Ce sera notre secret de grand ami. Joël rit. Qui t'a appris à négocier comme ça? Maman, répondit Léna promptement. Elle dit qu'il faut toujours essayer d'obtenir ce qu'on veut dans la vie. Quelque chose dans la simplicité de cette déclaration toucha profondément Joël. Marley, avec tous ses défis, élevait une fille forte, déterminée et joyeuse. C'était une sorte de richesse que son propre père, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait jamais réussi à lui offrir. Une glace, alors, accepta-t-il en lui prenant la main. Mais on mange quelque chose de sain après. Marché conclu? Marché conclu. Le glacier le plus proche était petit et accueillant, avec une cloche qui tintait à leur entrée. Les yeux de Léna s'écarquillèrent devant les dizaines de parfums colorés exposés dans le comptoir réfrigéré. « Je peux choisir n'importe lequel ?» demanda-t-elle en pressant ses mains contre la vitre. « N'importe lequel » confirma Joël. « Et tu peux avoir une double boule, si tu veux. » Ses yeux s'agrandirent encore plus. « Une double? Pour de vrai ?» Joël hocha la tête, souriant de son excitation. Quelque chose d'aussi simple qu'un cornet de glace à 2 boules semblait à Léna le summum du luxe. Après une délibération sérieuse qui dura près de 10 minutes, y compris des demandes d'échantillons de 3 saveurs différentes, Léna se décida enfin, menthe chocolat et fraise. Joël choisit vanille avec sauce caramel, ce qui fit froncer le nez à Léna. La vanille, c'est toujours ennuyeux, déclara-t-elle. C'est un classique, se défendit Joël. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Assis à une petite table près de la fenêtre, il regardait les gens passer tout en savourant leur glace. Léna avait une tache de chocolat au coin de la bouche, mais elle avait l'air si heureuse que Joël n'eut pas le cœur de le lui faire remarquer. « Grand ami » appela-t-elle soudainement, sérieuse. « Oui. Merci pour aujourd'hui. C'est le meilleur jour que j'ai eu depuis que maman est tombée malade. » Joël sentit une boule se former dans sa gorge. « Le plaisir est pour moi, petite. Quand maman rentrera à la maison, tu viendras toujours nous voir. » La question prit Joël par surprise. Il n'avait pas beaucoup réfléchi au-delà du rétablissement de Marley, concentré qu'il était sur le quotidien de l'hôpital. L'idée de ne plus voir Léna et Marley régulièrement créa un vide étrange dans sa poitrine. « Si tu le veux, bien sûr que je viendrai. » Léna hocha la tête, satisfaite. « Je le veux. Et maman le voudra aussi, même si elle fait semblant que non. » Joël haussa les sourcils. « Que veux-tu dire? » Elle sourit différemment quand elle te parle, expliqua Léna avec la sagesse surprenante dont elle faisait parfois preuve. Ce n'est pas le sourire qu'elle utilise avec le médecin ou les infirmières. C'est le sourire spécial. Avant que Joël ne puisse digérer cette information, Léna avait déjà changé de sujet, montrant du doigt une librairie de l'autre côté de la rue. « On peut y aller après? Maman m'emmène toujours choisir un livre pour mon anniversaire, mais on n'a pas pu cette année parce qu'elle était malade. » Joël regarda la librairie, puis sa montre. Ils avaient encore quelques heures avant de devoir être de retour à l'hôpital. Des livres, et ensuite un déjeuner sain, suggéra-t-il. Le sourire de Léna fut une réponse suffisante. La librairie était un paradis pour une enfant curieuse comme Léna. Elle déambulait dans les allées avec révérence, passant ses petits doigts sur les dos colorés, ouvrant les livres pour sentir les pages, s'émerveillant des illustrations. Joël la suivait patiemment, observant comment elle examinait chaque livre avec un sérieux digne de la décision la plus importante au monde. Et pour elle, peut-être que ça l'était. « Je peux choisir n'importe lequel ?» demanda-t-elle de la même manière qu'elle l'avait fait pour la glace. « N'importe lequel » confirma Joël. « En fait, tu peux en choisir 3. » L'expression de choc et de joie sur le visage de Léna valait chaque centime que Joël savait qu'il allait dépenser. Elle le serra impulsivement dans ses bras, ses petits bras atteignant à peine sa taille. « Tu es le meilleur grand ami du monde entier. » Après près d'une heure de délibération minutieuse, Léna sélectionna enfin ses 3 trésors. Un livre sur une fille qui découvre qu'elle peut parler aux animaux, un autre sur des aventures spatiales, et un 3e avec des poèmes illustrés. « Maman va adorer lire ça avec moi, »
dit-elle en sortant de la librairie, serrant le sac de livres comme s'il contenait de l'or. J'en suis sûr, acquiesça Joël. Et tu sais ce qu'elle aimera encore plus? Revenir dans une maison agréable, propre et accueillante. Léna réfléchit à l'idée. On peut nettoyer l'appartement comme surprise? C'est exactement ce que je pensais. Et peut-être même peindre ce mur écaillé dans le salon. Les yeux de Léna brillèrent à cette idée. Je peux aider à peindre? J'ai toujours voulu peindre un vrai mur. Bien sûr que tu peux. On sera une équipe. Après un déjeuner copieux, Joël insista sur les légumes, Léna négocia pour qu'ils soient accompagnés de fromage fondu, ils firent un arrêt rapide à l'hôpital. Marley était réveillée, assise dans son lit, visiblement en meilleure forme. « Maman, on est allé au parc, on a mangé une glace et on a acheté des livres », déballa Léna d'un seul coup, grimpant sur le lit pour serrer sa mère dans ses bras. « On dirait que quelqu'un a passé une bonne journée », commenta Marley en souriant et en caressant les cheveux de sa fille. Ses yeux rencontrèrent ceux de Joël, pleins de gratitude. « Je pensais qu'elle méritait une pause de l'hôpital », expliqua-t-il. « Merci, dit doucement Marley, de prendre si bien soin d'elle. Et maintenant, on va nettoyer la maison pour quand tu reviendras, annonça Léna. On va peindre et tout. Marley haussa les sourcils, regardant Joël. Peindre? Juste une retouche, l'assura-t-il. Ce mur écaillé dans le salon. Rien de drastique. Marley hésita, et Joël réalisa qu'elle était mal à l'aise à l'idée que quelqu'un en fasse plus pour elle, investisse dans sa maison. S'il te plaît, maman, supplia Léna. Ce sera si joli. Face à l'enthousiasme de sa fille, Marley céda. D'accord. Mais n'en faites pas trop. D'accord, promis, répondit Joël avec un sourire qu'il espérait rassurant. Ce sera juste assez pour que tout soit accueillant pour ton retour. Le magasin de bricolage était un autre monde pour Léna. Elle regardait, fascinée, Joël choisir des pots de peinture, des pinceaux, des rouleaux, du ruban de masquage et des bâches pour protéger le sol. « Quelle couleur ont choisi ?» demanda-t-il. Léna étudia les nuanciers comme si c'était un examen important. Celle-ci, décida-t-elle finalement en montrant une douce nuance de bleu. C'est la couleur du ciel quand il est heureux. Joël sourit à la description. Bleu ciel heureux, alors. La voiture pleine de fournitures, ils se dirigèrent vers l'appartement. Joël réalisa qu'il n'y était pas retourné depuis le jour où il avait emmené Marley d'urgence à l'hôpital. L'endroit semblait plus petit qu'il ne s'en souvenait, et un peu négligé après 2 semaines d'inoccupation. « On commence par où ?» demanda Léna, retroussant déjà ses manches comme une professionnelle. « D'abord, on protège les meubles, » expliqua Joël. « Ensuite, on prépare le mur. C'est seulement après qu'on peut peindre. » Ils travaillèrent ensemble comme une équipe bien huilée. Joël enseignait, Léna apprenait vite. Il la soulevait pour atteindre les parties hautes, elle s'occupait des parties basses. Entre les tâches, ils inventaient des histoires sur ce à quoi ressemblaient les taches sur le vieux mur. Celle-ci ressemble à un dragon endormi, souligna Léna. Et celle-là, c'est clairement un hippopotame avec un chapeau, répondit Joël. Quand ils commencèrent enfin à peindre, Léna rayonnait. Chaque coup de pinceau était une aventure, chaque centimètre couvert une victoire. On fait de la magie, déclara-t-elle, on transforme le vieux en neuf. Joël sourit, touché par sa sagesse simple. Tu as tout à fait raison. Pendant que Léna se concentrait sur sa section du mur, Joël commença à organiser le reste de l'appartement. Il lava la vaisselle entassée dans l'évier, balaya le sol, changea les draps du lit de Marley. Dans sa chambre, en rangeant des vêtements dans le placard, il remarqua une boîte en carton partiellement cachée sur l'étagère du haut. Il n'avait pas l'intention de fouiner, mais la boîte était instable, en essayant de l'ajuster, elle tomba, éparpillant son contenu sur le sol. En s'accroupissant pour ramasser les objets, principalement de vieux papiers, des cartes et quelques photos, Joël se figea en ramassant une photographie en noir et blanc. Son cœur sembla s'arrêter un instant, puis se mit à battre la chamade. Sur la photo, un jeune homme enlaçait une belle femme aux cheveux sombres. Il souriait à l'appareil, visiblement amoureux. L'homme était reconnaissable entre tous, le père de Joël, avec au moins 30 ans de moins, mais avec les mêmes traits forts que Joël voyait dans le miroir chaque jour. Et la femme, d'après ses traits, ne pouvait être que la mère de Marley. Joël sentit le sang quitter son visage. D'une main tremblante, il retourna la photo. Au dos, une date, 17 mai 1987, et une seule ligne d'écriture, pour toujours R et E. Richard, qui était? La mère de Marley, certainement. Mais comment? Quand?
Son père était déjà marié à sa mère en 1987. Joël était né en 1986. 1000 questions explosèrent dans son esprit. Son père avait-il trompé sa mère? Marley était-elle au courant? Était-il possible que... Grand ami, viens voir comme c'est joli. La voix de Lena le ramena à la réalité. Rapidement, Joël glissa la photo dans la poche de sa chemise et remit le reste des objets dans la boîte, la replaçant sur l'étagère. « J'arrive », répondit-il en essayant de contrôler sa voix. Quand il entra dans le salon, Lena se tenait fièrement à côté du mur fraîchement peint. Le bleu ciel heureux avait transformé la pièce, la rendant plus lumineuse et plus accueillante. « N'est-ce pas parfait ?» demanda-t-elle, radieuse. Joël força un sourire, essayant de repousser le tumulte dans son esprit. « Absolument parfait. » Lena pencha la tête, l'observant avec ses yeux verts perspicaces. « Tu fais une drôle de tête. »« Je suis juste fatiguée, ment-il. »« Peindre, c'est un travail difficile. » Elle ne sembla pas entièrement convaincue mais accepta l'explication. « On peut préparer la chambre de maman maintenant? Je veux que ce soit vraiment beau pour son retour. » Joël hocha la tête, la photo brûlant dans sa poche comme un secret dangereux. La ressemblance entre Lena et son père, qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, semblait maintenant flagrante. Était-il possible que Marley soit, que Lena soit? « Grand ami, tu viens ?» Lena était déjà dans le couloir, l'attendant. « J'arrive », répondit Joël, repoussant les questions au fond de son esprit. Aujourd'hui était une journée pour Lena, et il ne laisserait rien, pas même une révélation potentiellement dévastatrice, la gâcher. Mais alors qu'il suivait la fillette dans le couloir, une certitude se forma dans son cœur. Il devait découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le jour de la sortie de Marley arriva avec un ciel nuageux et une légère bruine qui peignait la ville dans des tons de gris. Joël conduisait en silence, les essuie-glaces marquant un rythme régulier qui correspondait au battement frénétique de son cœur. Sur la banquette arrière, Lena fredonnait joyeusement, inconsciente de la tempête qui se préparait en lui. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait trouvé la photographie. 3 jours de nuit blanche, de recherche sur le passé de son père, de connexion de points qu'il n'avait jamais su exister. 3 jours à porter un secret qui pesait comme du plomb dans sa poche, littéralement, car la photo ne l'avait pas quitté depuis. « Grand ami, tu es très silencieux », observa Lena en se penchant entre les sièges avant. « Tu es triste ?» Joël força un sourire dans le rétroviseur. « Juste concentré sur la pluie, petite. Je suis heureux que ta maman rentre enfin à la maison. » Moi aussi. Je lui ai fait une surprise. J'ai fait un dessin et je l'ai caché sous son oreiller. Elle va adorer, répondit Joël automatiquement en se garant devant l'hôpital. Dans le hall, Marley les attendait déjà, assise dans un fauteuil roulant conformément au protocole de l'hôpital, bien qu'elle semblât assez forte pour marcher seule. Elle portait les vêtements que Joël et Lena avaient apportés la veille, un jean, un chemisier simple et une veste légère. Même dans sa simplicité, même après des semaines à l'hôpital, il y avait en elle une dignité innée que Joël reconnaissait maintenant en lui-même. « Maman !» Lena courut devant, se jetant dans les bras de sa mère avec abandon. « Attention, ma chérie, ta maman est encore en convalescence, » avertit l'infirmière. Mais Marley serrait déjà sa fille contre elle, enfouissant son visage dans ses cheveux comme pour absorber chaque parcelle de son être. « C'est bon, » dit-elle à l'infirmière. « Ce câlin est le meilleur remède que je puisse demander. » Joël regarda la scène à distance, se sentant soudain comme un intrus. Les semaines passées avaient créé une intimité entre lui et Lena, une routine confortable de soins et d'affection. Mais maintenant, avec le retour de Marley, les frontières devraient être redessinées. Et il y avait la photo, le secret, la vérité qui pouvait tout changer. Joël. La voix de Marley le ramena au présent. Elle lui souriait, tendant la main. « Merci d'être là. Pour tout ce que tu as fait. » Il prit sa main, remarquant pour la première fois à quel point ses longs doigts fins étaient formés exactement comme les siens. Comment n'avait-il jamais vu ça avant? « On rentre à la maison, suggéra-t-il, essayant de garder sa voix stable. L'appartement semblait différent, non seulement à cause du mur fraîchement peint ou de l'organisation méticuleuse que Joël et Lena avaient mise en place, mais à cause de quelque chose de plus subtil, une présence, une énergie qui avait été absente pendant l'hospitalisation de Marley. « Waouh !» s'exclama-t-elle en entrant, regardant autour d'elle avec une admiration sincère. « Vous deux avez fait un travail incroyable ici. J'ai peint toute la partie du bas moi-même, » annonça fièrement Lena en montrant le mur bleu. « Et Grand Ami a fait le reste. »
Ça a l'air bien, non? C'est magnifique, acquiesça Marley. On dirait même plus le même endroit. Alors que Léna entraînait sa mère pour lui montrer toutes les améliorations qu'ils avaient apportées, les rideaux lavés, les placards organisés, les petites réparations, Joël resta debout dans le salon, sentant le poids de la photographie dans sa poche. Il devait lui dire. Aujourd'hui. Avant que plus de temps ne passe, avant que leur lien ne se renforce davantage sur de fausses bases. Léna, appela-t-il, interrompant la visite enthousiaste de la fillette. Ta maman a besoin de se reposer un peu. Pourquoi n'irais-tu pas préparer ce thé spécial que nous avons appris à faire, celui au miel et au citron? Les yeux de Léna s'illuminèrent de responsabilité. Bonne idée. C'est le meilleur thé du monde pour un mal de gorge. Maman, je le prépare tout de suite. Lorsque la fillette disparut dans la cuisine, Marley regarda Joël d'un air curieux. Tu sembles tendu. Est-ce que tout va bien? Joël hésita, puis fit un geste vers le canapé. On peut parler une minute? Ils s'assirent, avec suffisamment de distance entre eux pour que Joël puisse observer ses réactions. Il sortit la photographie de sa poche et la lui tendit, sans rien dire. Marley prit la photo, confuse au début, puis, en reconnaissant l'image, son visage pâlit. Ses yeux se levèrent pour rencontrer ceux de Joël, pleins de questions non posées. « Où as-tu? Je l'ai trouvé quand nous nettoyions l'appartement, expliqua-t-il, gardant sa voix basse pour que Léna ne l'entende pas depuis la cuisine. Elle était dans une boîte dans ton placard. Marley regarda de nouveau la photo, passant ses doigts sur la surface usée comme pour se connecter au passé capturé. Cet homme, continua Joël avec un calme qu'il avait répété mentalement des dizaines de fois, est Richard, monsieur mon père. Le silence qui suivit sembla avoir une substance propre, dense et lourde entre eux. Joël pouvait entendre Léna fredonner dans la cuisine, le tintement des cuillères contre les tasses, des bruits quotidiens qui contrastaient avec l'ampleur du moment. Finalement, Marley prit une profonde inspiration et hocha légèrement la tête. « Ma mère m'a dit qu'elle avait eu une liaison avec lui, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Elle n'a découvert qu'il était marié que lorsqu'elle était déjà enceinte. Elle est partie. Elle a gardé cette photo et n'en a jamais parlé à personne. » Les mots confirmèrent ce que Joël soupçonnait déjà, mais ils eurent tout de même l'effet d'un coup de poing. Il ferma les yeux un instant, absorbant l'impact. Elle ne lui a jamais parlé de la grossesse? Marley secoua la tête. Elle ne voulait pas détruire une famille. Elle préférait élever sa fille seule, sans complications. Elle ne m'a dit qui était mon père que lorsqu'elle est tombée malade, peu avant de mourir. Elle m'a donné cette photo et m'a dit que si je voulais un jour le retrouver, c'était mon droit. Mais tu ne l'as jamais cherché. Je n'en voyais pas la raison. J'ai très bien grandi, même sans père. Ma mère était incroyable, elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Elle hésita, jetant un coup d'œil vers la cuisine où Léna était toujours occupée avec le thé. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Léna et que son père, eh bien, quand il n'a pas voulu prendre ses responsabilités, je me suis souvenu de l'histoire de ma mère. Alors j'ai pensé que c'était peut-être le destin des femmes de ma famille d'élever leurs enfants seuls. Joël sentit une vague d'émotions contradictoires, de la colère contre son père pour ses trahisons, de l'admiration pour les femmes qui avaient affronté la vie sans soutien, de la tristesse pour les années perdues, pour la distance d'avec une sœur qu'il n'avait jamais su avoir. « Alors, cet homme est aussi mon père, » dit-il finalement, les mots sortant comme une confession. Marley leva les yeux vers lui, la compréhension se dessinant lentement sur son visage. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder, se voyant à travers une lentille complètement nouvelle. « Nous sommes demi-frères et sœurs, » compléta Joël. « Et Léna est ma nièce. » Le mot flotta entre eux, lourd de sens. Nièce. Famille. Son propre sang. « Le thé est prêt, » annonça Léna en entrant dans le salon avec un plateau soigneusement équilibré. Elle s'arrêta en voyant les expressions sérieuses des adultes. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose ?» Marley rangea rapidement la photo et sourit à sa fille. « Rien, ma chérie. On parlait juste de choses d'adultes, des choses ennuyeuses. »« Alors ?» conclut Léna en posant le plateau sur la table basse. « J'ai fait le thé exactement comme grand ami m'a appris. 3 minutes d'infusion, une cuillère de miel et un peu de citron. » Alors que Léna servait le thé, bavardant sur la façon dont elle allait s'occuper de sa mère maintenant qu'elle était à la maison, Joël et Marley continuèrent d'échanger des regards significatifs. Il n'y avait ni colère, ni accusation, juste la compréhension mutuelle que la rencontre fortuite qui les avait réunis n'en était pas une. C'était le sang qui appelait le sang.
C'était un cercle qui se fermait. C'étaient des années de silence qui étaient enfin réparées. « Grand ami, tu dînes avec nous ce soir ?» demanda Léna en lui tendant une tasse de thé. Joël regarda Marley, une question silencieuse dans ses yeux. Elle hocha la tête, presque imperceptiblement. « Oui, petite, répondit-il. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Léna regarda de l'un à l'autre, sentant la tension dans l'air. « Vous deux, vous avez des visages à secret. » Marley échangea un regard avec Joël. Il y avait une question dans ce regard, une décision à prendre. Joël hocha doucement la tête. « Léna, » commença Marley en tapotant le canapé à côté d'elle. « Viens t'asseoir ici avec nous. Nous avons quelque chose d'important à te dire. » La fillette obéit, ses yeux verts attentifs, sentant le sérieux du moment. « Tu te souviens quand on a parlé de la maman de maman, ta grand-mère que tu n'as jamais connue ?» Léna hocha la tête. « Elle est au ciel. Tu as dit qu'elle était très courageuse. » « C'est vrai, » acquiesça Marley en sortant la photo qu'elle avait rangée et en la tenant avec précaution. « C'est une photo d'elle quand elle était jeune. » Léna examina l'image, curieuse. Elle était jolie. « C'est qui, l'homme avec elle ?» Marley prit une profonde inspiration. « Cet homme, c'était le père de Joël ?» La fillette fronça les sourcils, confuse. « Le papa de grand ami ?» « Oui, » répondit Joël, gardant sa voix calme malgré son cœur qui s'emballait. « Et c'est aussi le père de ta maman. » Léna regarda de la photo aux adultes, son petit visage un mélange de confusion et de concentration alors qu'elle essayait de traiter l'information. « Ça veut dire ?» commença-t-elle lentement, que maman et Joël sont frères et sœurs. « Demi-frères et sœurs, en fait, » compléta doucement Marley. « Ils ont le même papa, mais des mamans différentes. » Les yeux de Léna s'écarquillèrent, la compréhension se faisant enfin jour. « Alors, si vous êtes frères et sœurs, ça veut dire que grand ami est mon oncle, » dit Joël, le mot sonnant à la fois étrange et parfaitement juste sur ses lèvres. « Je suis ton oncle, Léna. » Un moment de silence pendant que la fillette traitait la révélation. Puis, soudain, son visage s'illumina d'un sourire si radieux qu'il sembla illuminer toute la pièce. « J'ai un oncle ?» s'exclama-t-elle en sautant du canapé de pure joie. « Un vrai oncle ?» La réaction était si pure, si simple, que Joël sentit une boule se former dans sa gorge. Pour Léna, il n'y avait pas de complexité, de vieux chagrins d'amour ou de secrets douloureux. Il y avait seulement la joie simple de découvrir que son grand ami était, en fait, de la famille. « Ça explique pourquoi vous avez le même nez, » continua-t-elle en regardant de l'un à l'autre avec une nouvelle compréhension, et la même façon de sourire, avec un seul côté de la bouche. Joël et Marley se regardèrent, surpris, n'ayant jamais remarqué ces similitudes. « Et c'est pour ça que tu es venu nous aider, » conclut Léna, comme si tout prenait enfin un sens dans son monde. « Parce que la famille s'entraide toujours, même quand elle ne sait pas qu'elle est une famille. » La sagesse innocente de cette observation frappa Joël et Marley simultanément. Il y avait une vérité profonde dans les mots de l'enfant, une connexion qui existait avant même d'être reconnue. « Ça veut dire que tu seras toujours avec nous ?» demanda Léna, les yeux brillants d'espoir. Joël sourit, touché par la simplicité et la profondeur de la question. « Oui, petite. Nous sommes une famille maintenant. »« Je le savais !» s'exclama Léna en applaudissant de joie. « J'ai toujours su que tu étais spécial. » D'un mouvement soudain, elle se jeta dans les bras de Joël, le serrant de toutes ses forces. « Oncle Joël !» s'écria-t-elle, testant les mots comme si elle goûtait une nouvelle saveur. « Je t'aime beaucoup, beaucoup. » Joël la serra en retour, une émotion écrasante s'emparant de lui. La simplicité de l'amour d'un enfant, si direct, si pur, le toucha profondément. « Je t'aime beaucoup aussi, petite, » répondit-il, la voix épaisse d'émotion. Marley regarda la scène les larmes aux yeux, une main couvrant sa bouche pour étouffer son émotion. Quand Joël leva les yeux vers elle, il vit dans ses yeux si semblables aux siens un mélange de gratitude, de soulagement et de quelque chose de plus, quelque chose de nouveau qui commençait à grandir entre eux. Un lien fraternel longtemps nié, enfin reconnu. Le manoir des M se dressait sur la colline comme un monument à la richesse et au pouvoir. Des murs de pierre, de hautes fenêtres, un jardin impeccablement entretenu. Tout respirait la permanence, la tradition, la solidité. Joël avait grandi dans cette maison, mais il ne l'avait jamais appelée son foyer. C'était plus un musée qu'un lieu d'affection, plus une déclaration de statut qu'un refuge. « C'est ici que tu as grandi ?»
demanda Marley en regardant la propriété depuis la fenêtre de la voiture. Joël hocha la tête, se garant dans l'allée circulaire. Le grand rêve américain, du moins en surface. Une semaine s'était écoulée depuis la révélation. Une semaine de conversations intenses, d'histoires partagées, de pièces d'un puzzle familial qui s'emboîtait enfin. Joël et Marley avaient décidé qu'il était temps d'affronter la source de tout cela, Richard M., le patriarche, le père de tous les deux. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda Joël en coupant le moteur. Marley regarda le manoir, son visage un masque de tranquillité. « Je ne suis pas ici pour exiger quoi que ce soit ou causer des problèmes. Je veux juste qu'il sache la vérité. Que j'existe. » Joël admira sa sérénité. Si c'était lui qui découvrait qu'on lui avait refusé une figure paternelle toute sa vie, il ne serait pas si paisible. Mais Marley semblait sincèrement désintéressé de toute compensation matérielle ou émotionnelle. C'était simplement une question de vérité, d'exister aux yeux de celui qui l'avait créé, même involontairement. Il n'attend pas de visiteurs, prévint Joël. Et il n'a jamais été doué pour les surprises. Tu me donnes une porte de sortie ? Marley sourit légèrement. Je peux encore changer d'avis ? Toujours, répondit-il sérieusement. On n'est pas obligé de faire ça. Marley regarda de nouveau le manoir, puis Joël. Si, nous le sommes. Pas pour moi, ni pour lui. Mais pour Lena. Pour qu'elle n'ait jamais à s'interroger sur ses racines comme je l'ai fait. Joël hocha la tête, comprenant. Cette visite ne concernait pas le passé, mais l'avenir. Il s'agissait de dégager le chemin pour la prochaine génération. Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers la porte principale. La femme de chambre qui répondit reconnut immédiatement Joël. « Monsieur M. Quelle agréable surprise. Votre père est dans son bureau. » « Merci, Clara. Je vais nous annoncer. » Joël conduisit Marley à travers les couloirs silencieux, passant devant des portraits de famille qui ne racontaient que la moitié de l'histoire. Lui, ses parents, ses grands-parents, des générations de M qui le fixaient solennellement depuis les murs, sans jamais imaginer qu'une partie de leur lignée grandissait de l'autre côté de la ville, invisible, non reconnue. Ils s'arrêtèrent devant une solide porte en chêne. Joël frappa 2 fois, le son résonnant comme une prémonition. « Entrez !» La voix de l'autre côté était forte, autoritaire. Même à 70 ans, Richard M. était assis derrière un bureau massif, entouré de livres et de dossiers. Il avait toujours une présence imposante, le dos droit, les cheveux gris parfaitement peignés, les yeux vifs qui évaluaient le monde comme une série de transactions à négocier. « Joël, dit-il en levant les yeux de ses papiers. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Son regard se fixa alors sur Marley. Et quelque chose, une étincelle de reconnaissance peut-être, traversa son visage, rapidement remplacé par l'expression neutre de quelqu'un qui jauge un étranger. « Père », commença Joël en gardant sa voix ferme, « voici Marley Quinn. » Le nom ne sembla rien signifier pour Richard, qui hocha poliment la tête. « Mademoiselle Quinn. Comment puis-je vous aider ?» Joël échangea un regard avec Marley, qui fit un petit pas en avant. « Monsieur M, dit-elle, la voix calme. Le nom de ma mère était Eleanora Quinn. » L'effet fut immédiat. Richard pâlit visiblement, ses doigts serrant le stylo qu'il tenait si fort que ses jointures blanchirent. « Eleanora, répéta-t-il, presque dans un murmure. Puis, se ressaisissant, « J'ai connu une Eleanora, il y a de nombreuses années. » « Il y a 34 ans, pour être exact, » continua Marley. « Vous vous êtes rencontrés à une conférence à Chicago. Vous avez eu une relation qui a duré près de 6 mois. » Richard regarda Joël, une question silencieuse dans les yeux. « Marley est ma sœur, père, » dit simplement Joël. « Votre fille, avec Eleanora Quinn. » Un lourd silence emplit le bureau. Richard se leva lentement, comme s'il avait besoin de toutes ses forces pour supporter le poids de cette révélation. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins, mais Joël savait qu'il ne voyait rien d'autre que le passé qui refaisait soudainement surface. « Eleanora a disparu, » dit-il finalement, sa voix dépouillée de son autorité habituelle. « Elle n'a jamais dit qu'elle était enceinte. »« Elle a découvert que vous étiez mariés, » répondit Marley sereinement. « Elle l'a découvert alors qu'elle attendait déjà votre enfant. » Richard se retourna, ses yeux étudiant le visage de Marley comme pour y chercher des traces de lui-même, des preuves de la vérité qu'elle présentait. « Comment puis-je savoir que c'est vrai ?» demanda-t-il, la froideur revenant dans sa voix. « Après toutes ces années, comment puis-je savoir que vous êtes réellement ma fille ?» Joël sentit une vague de colère monter en lui. « Pour l'amour de Dieu,
Père, regarde-la. Regarde-nous, côte à côte. Ne vois-tu pas la ressemblance? Richard regarda, et Joël sut qu'il la voyait. La même forme des yeux, le même nez droit, les mêmes rides autour de la bouche qui apparaissaient quand il souriait. « Pourquoi maintenant » demanda Richard en se tournant vers Marley. « Que voulez-vous » La question était brute, directe, typique d'un homme habitué aux négociations et aux motifs cachés. Marley resta imperturbable. « Je ne veux rien » répondit-elle avec dignité. « Ni argent, ni reconnaissance publique, ni une place dans votre vie. J'ai très bien grandi sans avoir besoin de vous. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que la vérité compte. Parce que j'ai une fille qui mérite de savoir d'où elle vient. Parce que ma mère a gardé ce secret jusqu'à la fin de sa vie et ne me l'a dit qu'avant de mourir. » Richard se rassit, le poids de la révélation l'affectant visiblement. « Eleanora n'a jamais voulu me confronter. Elle ne voulait pas détruire votre famille, expliqua Marley. Elle a préféré élever sa fille seule, avec dignité, plutôt que de provoquer un scandale. » Richard baissa les yeux, quelque chose de semblable à de la honte traversant son visage normalement impassible. « Une femme remarquable, murmura-t-il. »« Oui, » acquiesça Marley. Elle l'était. Joël regarda la scène avec un mélange d'émotions, de la colère contre son père pour sa réaction froide, de la fierté pour Marley pour sa sérénité, du soulagement d'avoir enfin mis au jour un secret enterré depuis des décennies. « Et votre fille » demanda soudainement Richard. « Quel âge a-t-elle » 5 ans, répondit Marley. Elle s'appelle Lena. Ma petite fille. Les mots sonnaient étranges sur les lèvres de Richard. Oui. Et la nièce de Joël. Richard regarda son fils, une question non posée dans les yeux. Nous sommes une famille maintenant, père, dit fermement Joël. Marley, Lena et moi. Le hasard nous a réunis, et le sang a confirmé ce que nous ressentions déjà. Et vous voulez que je... Nous ne demandons rien, interrompit Marley. Nous ne sommes venus que parce que la vérité mérite d'exister. Ce que vous en ferez, c'est votre choix. Richard M., l'homme que Joël avait connu comme infaillible, inébranlable, sembla soudain vieux et vulnérable face à la simple intégrité de Marley. J'aimerais la rencontrer, dit-il finalement. Votre fille. Si vous le permettez. Marley hocha légèrement la tête. Elle serait heureuse d'avoir un autre grand-père. Quand ils quittèrent le manoir, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Joël sentit comme si un poids avait été soulevé, pas complètement, mais assez pour respirer plus librement. « Ça va » demanda-t-il à Marley alors qu'il montait dans la voiture. Elle jeta un dernier regard à la maison imposante, puis sourit. « Je suis en paix » répondit-elle simplement. « La vérité existe maintenant. C'est tout ce que je voulais. » En descendant la colline, laissant le manoir des M derrière eux, Joël pensa à la manière dont le passé et le présent s'étaient entrelacés de manière inattendue, créant de nouvelles voies pour l'avenir. Un avenir où sa nièce grandirait en connaissant toutes ses racines, où les secrets ne jetteraient plus d'ombre sur les générations futures. Un avenir où la vérité pourrait enfin exister à la lumière du jour. Le printemps arriva comme une métaphore parfaite. L'hiver avait été long et difficile, la maladie de Marley, les semaines à l'hôpital, les révélations sur le passé. Mais maintenant, alors que les premières fleurs s'épanouissaient dans les parterres du parc, quelque chose de nouveau fleurissait aussi dans leur vie. « Es-tu sûr de ça » demanda Marley en regardant le contrat sur la table. « C'est un grand pas. » Joël sourit, poussant le stylo vers elle. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Le document était simple et direct. Marley Quinn devenait partenaire minoritaire de Monsieur Consulting, avec une participation de 30% et le poste de directrice des opérations. Un titre impressionnant pour quelqu'un qui, 3 mois plus tôt, luttait pour payer ses factures en vendant des poupées faites à la main. « Tu me connais à peine » argumenta-t-elle, toujours hésitante. « Comment sais-tu que j'en suis capable ? Premièrement, je te connais mieux que tu ne le penses. Deuxièmement, j'ai vu comment tu gères un foyer avec des ressources limitées, comment tu t'occupes de Lena, comment tu fais face aux défis. Troisièmement, tu as mon sang, sourit Joël. Et enfin, tu as un diplôme en commerce qui prend la poussière depuis des années pendant que tu cumulais 3 emplois différents pour t'en sortir. » Marley secoua la tête, pas encore tout à fait convaincu. Un diplôme poussiéreux n'équivaut pas à une expérience du monde réel. Tu as géré ce magasin d'artisanat pendant 2 ans et tu en as fait le plus rentable de la chaîne avant de partir pour t'occuper de Lena à plein temps, répliqua Joël. J'ai lu tes références. Tu as un talent naturel pour les affaires,
il te manquait juste l'opportunité. Finalement, Marley prit le stylo. Sa main tremblait légèrement, mais sa signature sortit ferme et décisive. « Bienvenue dans l'entreprise familiale, partenaire », dit Joël formellement, lui tendant la main, mais avec un sourire chaleureux. Marley lui serra la main en riant. « C'est tellement surréaliste. »« Qu'est-ce qui est surréaliste ?» demanda Léna en entrant dans la pièce avec un livre coloré sous le bras. À 5 ans, elle avait le don d'apparaître aux moments importants. « Ta maman travaille avec moi maintenant », expliqua Joël. « Elle fait partie de l'entreprise. » Les yeux de Léna s'écarquillèrent. « Ça veut dire que vous allez travailler ensemble tous les jours ?» Exactement, confirma Marley en plaçant le contrat signé dans sa mallette. « Et ça veut dire qu'on peut prendre un bureau plus près de la maison maintenant », ajouta Joël. « Je pense ouvrir une succursale ici, dans le quartier. » C'était une nouvelle même pour Marley, qui le regarda avec surprise. « Vraiment ?» Joël haussa les épaules, comme si ce n'était pas grand-chose. « L'immeuble de Palmer Street est à vendre. Il est bien situé, a assez d'espace pour une petite équipe, et il est à 5 pâtés de maison d'ici. Et à 3 pâtés de maison de mon école, ajouta Léna, qui avait clairement mémorisé la géographie du quartier. Joël lui fit un clin d'œil. Exactement. Ça facilite les choses pour que ta mère vienne te chercher après l'école. En vérité, la décision d'ouvrir un bureau dans ce quartier était plus qu'une question de commodité. Ces derniers mois, Joël avait passé tellement de temps dans le petit appartement de Marley et Léna que son propre Penthouse du centre-ville lui semblait de plus en plus une coquille vide, un espace de passage. Ici, dans ce quartier simple mais accueillant, il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait sans le savoir, un sentiment d'appartenance. La routine s'installa avec une facilité surprenante. Marley, toujours lève-tôt, prit l'habitude d'arriver tôt au bureau principal de Monsieur Consulting. Les employés, d'abord curieux de cette nouvelle directrice qui partageait le nom de famille du fondateur, en vinrent bientôt à la respecter pour son travail, et non pour son lien de parenté. Joël partageait son temps entre le bureau principal et la nouvelle succursale de quartier, qui était devenue une sorte d'incubateur pour des projets sociaux qu'il avait toujours voulu mettre en œuvre mais pour lesquels il n'avait jamais trouvé de place dans la structure traditionnelle de l'entreprise. Les dimanches matins devinrent sacrés, des petits déjeuners tranquilles dans l'appartement de Marley et Léna, avec des pancakes, des fruits et des rires. Parfois, Joël s'endormait sur le canapé après des dîners qui s'éternisaient en longues conversations. D'autres fois, Marley lui rendait visite en ville, admirant la vue depuis l'appartement du Penthouse tout en discutant des stratégies commerciales. Ils étaient une famille improvisée, construite non pas sur des conventions traditionnelles, mais sur des choix quotidiens, de petits moments de connexion, des décisions d'être présents même quand ce n'était pas requis. « Il est nerveux », commenta Joël en regardant par la fenêtre la voiture noire se garer devant l'immeuble. Marley s'approcha, suivant son regard. On le voit à la façon dont il a ajusté sa cravate 3 fois avant de sortir de la voiture. Richard M., toujours impeccablement habillé, semblait déplacé dans ce quartier simple. Il portait un paquet emballé dans du papier coloré et regardait l'immeuble comme s'il évaluait sa stabilité structurelle. « Je pense que c'est la première fois qu'il visite un endroit comme celui-ci depuis, eh bien, depuis jamais, » observa Joël. « Tu penses que c'est une bonne idée ?» demanda Marley, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Le présenter à Léna comme ça ?» Joël comprit son hésitation. Il y avait tant de choses en jeu, l'innocence de Léna, le passé familial complexe, la personnalité difficile de Richard. « Il essaie, » répondit-il finalement. « À sa manière. Et Léna mérite de connaître tous ses grands-parents, même les plus compliqués. » La sonnette retentit. Léna, qui coloriait à la table de la cuisine, leva les yeux, curieuse. « C'est qui ?» demanda-t-elle. Marley prit une profonde inspiration. « C'est un membre de la famille qui est venu te rencontrer. Quelqu'un de très spécial. » Joël ouvrit la porte. Richard se tenait dans le couloir, plus raide que jamais, le cadeau dans ses mains comme un bouclier. « Père » salua Joël. « Entrez. » Richard fit 2 pas à l'intérieur et s'arrêta, ses yeux balayant l'appartement. Joël pouvait imaginer ce qu'il voyait, l'espace petit mais accueillant, si différent du manoir froid où il avait élevé son fils. Les dessins de Léna accrochés au mur, les plantes sur le rebord de la fenêtre, les livres empilés dans le coin de la pièce. Une maison, pas seulement un lieu de vie. « Merci pour l'invitation » dit Richard formellement. Marley s'approcha, tendant la main. « Bienvenue chez nous. » Il y avait une noblesse dans sa simplicité qui semblait déstabiliser Richard.
Il lui serra la main avec un respect sincère. « J'ai apporté quelque chose pour votre fille, dit-il en indiquant le paquet. À ce moment, comme par un signal, Léna apparut dans l'embrasure de la cuisine. Elle portait une robe violette, sa couleur préférée, et elle observa le visiteur avec une curiosité désinvolte. « Bonjour, dit-elle en s'approchant sans timidité. Je suis Léna. Vous êtes l'ami de l'oncle Joël ?» Richard regarda Joël, puis Marley, momentanément sans voix. C'était probablement la première fois depuis des décennies que quelqu'un le laissait sans réponse. « Voici Richard », présenta doucement Marley. « C'est le père de Joël. Et c'est aussi mon père. » Léna traita l'information avec la logique simple et directe d'une enfant. « Alors, tu es mon grand-père. » Le mot flotta dans l'air, chargé d'un poids que la fillette ne pouvait comprendre. « Grand-père. » Un titre qui portait des histoires non racontées, des choix passés, des liens de sang qui transcendaient le temps. « Oui, » répondit enfin Richard, sa voix plus douce que Joël ne l'avait jamais entendue. « Je suis ton grand-père. » Léna sourit, complètement inconsciente de la complexité émotionnelle du moment. « Cool. Je n'ai jamais eu de grand-père avant. »« C'est quoi, dans le paquet ?» Richard s'agenouilla, se mettant à sa hauteur, un autre geste que Joël ne lui avait jamais vu faire, et lui tendit le cadeau. « Quelque chose que j'ai pensé que tu aimerais. » Léna ouvrit le paquet avec l'excitation typique de son âge. À l'intérieur se trouvait une belle poupée ancienne bien conservée, avec des cheveux sombres et des yeux verts, habillée de vêtements soigneusement cousus à la main. « Elle appartenait à ta grand-mère, » expliqua Richard. « La mère de Joël. Elle l'a gardée toutes ces années. » Joël sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait jamais su que sa mère avait gardé cette poupée d'enfance. C'était un geste étonnamment sentimental de la part de Richard, presque une reconnaissance silencieuse que la nouvelle génération méritait une connexion que les précédentes avaient perdue. « Elle est magnifique, » murmura Léna en serrant la poupée avec précaution. Puis, à la surprise de tout le monde, elle s'approcha de Richard et lui serra les jambes. « Merci, grand-père. » Joël vit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Les yeux de son père s'embuaient de larmes, sa posture rigide momentanément brisée par le câlin spontané d'un enfant. Le dîner fut étonnamment agréable. Richard, toujours formel dans les restaurants chers, sembla apprécier sincèrement le repas simple que Marley avait préparé. Il complimenta la nourriture, posa des questions à Léna sur l'école et écouta avec intérêt Joël expliquer les nouveaux projets de l'entreprise. C'était comme si, en entrant dans ce petit appartement, il avait laissé derrière lui le poids d'être Richard M., le magnate, et pouvait simplement être Richard, le père, le grand-père. Au moment du dessert, un pudding fait maison que Léna avait aidé à préparer, la fillette regarda autour de la table avec une expression pensive qui semblait dépasser ses 5 ans. « Vous savez quoi ?» dit-elle soudainement, prenant les mains de Joël et de Marley qui étaient assis à côté d'elle. « Peut-être que le destin nous a réunis pour que nous devenions une famille. » L'observation, faite avec l'innocence et la sagesse que seuls les enfants possèdent, fit taire la table. Joël leva les yeux et croisa le regard de Marley. Dans ce moment de connexion silencieuse, ils partagèrent plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. Ce n'était ni la chance, ni la charité, ni même le hasard qui les avait réunis. Il y avait quelque chose de plus profond, un but qui transcendait les coïncidences et les choix individuels. « Je pense que tu as raison, petite », répondit finalement Joël, la voix douce. Le destin a des manières intéressantes de fonctionner. Et parfois, ajouta Marley, le vrai miracle n'est pas la rencontre initiale, mais ce qui en est. Richard observa la scène avec une expression qui mêlait l'admiration à un pincement de regret, peut-être pour les années perdues, pour les liens qu'il aurait pu former mais qu'il avait laissé échapper. Plus tard, après que Léna fut au lit et que Richard eut dit au revoir, promettant de revenir la semaine suivante, Joël et Marley s'assirent sur le petit balcon de l'appartement, partageant le silence confortable auquel ils s'étaient habitués. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer autant en si peu de temps », commenta Marley en regardant les étoiles qui brillaient obstinément à travers la pollution lumineuse de la ville. « Moi non plus », acquiesça Joël. « C'est drôle comme on passe des années à construire des carrières, à accumuler des choses ou à suivre des routines, et puis soudain, quelque chose se passe et on se rend compte que rien de tout cela n'était vraiment important. »« Qu'est-ce qui est important, alors ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. Joël sourit, sentant une pièce qu'il avait cherchée sans le savoir toute sa vie. Ça. Être ici. Appartenir. Avoir des gens dont on se soucie plus que de soi-même. Marley hocha la tête, comprenant parfaitement. Un vrai nouveau départ.
Exactement, acquiesça Joël. Pas seulement un nouveau chapitre, mais une nouvelle façon d'être. Alors que la nuit avançait et que la ville se calmait progressivement, les deux restèrent côte à côte, unis non seulement par le sang qu'ils partageaient, mais par quelque chose d'aussi puissant. Le choix conscient d'être une famille, de construire ensemble quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu créer seul. Un vrai nouveau départ, fondé non pas sur l'obligation ou l'attente, mais sur la dignité, le soin et le temps. Le genre de nouveau départ qui se construit jour après jour, choix après choix, instant après instant. Le genre de nouveau départ qui, avec un peu de chance, dure pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.